Et voilà. Donc Amine m'a demandé de faire quelque chose sur l'échographie, enfin l'exploration du foie. Et quand on parle d'exploration du foie, on commence par l'échographie. Mais évidemment, on va pas mal parler de fluorescence, puisque la fluorescence en chirurgie du foie est en train de prendre une part de plus en plus importante. Donc on va parler un peu d'échographie. Et puis ensuite pas mal de... Bon alors, l'échographie péropératoire, c'est évidemment l'œil du chirurgien à l'intérieur du foie. C'est-à-dire qu'indiscutablement, on ne peut pas faire de chirurgie hépatique si on ne connaît pas l'échographie, puisque le foie est un organe plein. Lorsqu'on fait de la chirurgie du foie, on déforme le foie et on a besoin de cette échographie pour pouvoir se recaler en intégrant au moment de la chirurgie du foie les déformations du foie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en parlera un tout petit peu à la fin, on travaille sur des outils qui permettent justement de modéliser cette déformation hépatique et ces modifications anatomiques internes. Donc il y a deux types d'échographie, de l'échographie percutanée, laparotomie et de l'échographie celluloscopique. La grande différence entre l'échographie par voie open et l'échographie par voie cellulose, c'est que ça s'utilise pas tout à fait pareil. En effet, la sonde d'échographie open s'utilise de manière crânio-caudale, c'est-à-dire qu'on avance l'échographie sur le foie, dans l'immense majorité des cas, et donc on a cette vision qui est cette vision qu'on a au scanner, donc on est habitué puisqu'on a des coupes qui sont comme ça. En revanche, l'échographie celluloscopique s'utilise de fait, puisqu'on est souvent entre les jambes du malade, dans cet axe-là, et c'est parfois un petit peu plus difficile de se repérer. Donc il y a un bon truc qui consiste, lorsqu'on est paumé, à mettre un trois quarts ici pour retrouver les visions habituelles. Et moi, en général, quand je fais de l'échographie du foie par voie celluloscopique, très fréquemment, je mets le trois quarts ici pour pouvoir retrouver une vision perpendiculaire des choses. L'autre élément, c'est quand on fait de l'échographie, il faut vraiment avoir ce problème du contact avec le foie qui est vrai pour en échographie, puis qui est vrai aussi en chirurgie. C'est un contact très subtil. Il ne faut pas écraser le foie. Si vous écrasez le foie, pardon, excuse-moi, c'est l'habitude de la scène. Si vous écrasez le foie, eh bien, Ah, ça peut marcher si je fais comme ça? Bon, c'est bien. Si vous écrasez le foie, on n'a pas la visibilité des structures, en particulier des structures veineuses, parce que la veine s'écrase rapidement. Et c'est d'ailleurs un moyen, quand on a un doute, de voir si c'est une veine ou si c'est une artère, c'est de l'écraser un petit peu. L'autre élément, c'est que le foie est bien exploré en échographie, sauf pour le premier centimètre. Et on verra que finalement, les outils qu'on a actuellement, et en particulier le vernadocianine, sont des outils qui permettent justement d'explorer le premier centimètre lorsque l'échographie permet d'explorer la profondeur du foie. Donc, le principe, c'est que lorsqu'on est par voie open, l'échographe se bouge comme ça, hein, comme un peu l'accélérateur d'une moto. Et puis l'objectif, c'est de balayer le foie comme ça. Lorsqu'on est par voie celluloscopique, l'échographie se bouge un peu comme ça, comme lorsqu'on joue au baby-foot. Donc, voilà pour les visions générales des choses. Donc, je ne vous apprends rien sur le fait qu'on réfléchit avec un schéma. On réfléchit avec une vision du monde, un paradigme. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui permet de discuter avec des radiologues et puis qui permet de discuter aussi entre nous lorsqu'on veut dire, voilà, une tumeur dans le segment 8, une tumeur dans le segment 3. Mais c'est éminemment insuffisant pour faire de la chirurgie du foie, puisque la réalité, c'est celle-là. Donc en fait, on est toujours dans cette difficulté-là, et c'est ce que j'écrivais il n'y a pas très longtemps dans un papier sur LinkedIn, dire qu'en fait, l'idée, c'est que aujourd'hui, on est avec des problématiques qui sont la quantité d'informations dont on dispose lorsque on fait une opération, qu'on prépare une opération, et qu'en effet, lorsqu'on avait des échographes qui étaient uniquement capables de repérer le pédicule droit, le pédicule gauche et les grosses veines hépatiques, eh bien finalement, on faisait de la chirurgie en imaginant beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on fait de la chirurgie sur des faits qu'on est capable d'observer, puisqu'on a des outils aujourd'hui qui nous permettent justement d'appréhender le monde avec toute sa complexité. Et c'est un avantage et une difficulté, parce que quand vous avez beaucoup d'informations, eh bien, des fois, ça en fait trop. Donc, il y a cette vision-là des choses. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, on a des outils de plus en plus précis pour pouvoir analyser l'anatomie du foie, en pré et en péropératoire, et qu'aujourd'hui, il est quand même assez difficile de pouvoir faire de la chirurgie uniquement en ayant ça en tête. On a besoin d'avoir des choses plus précises pour faire de l'anatomie beaucoup plus personnalisée.
Donc ça, c'est le pédicule hépatique, je ne vous apprends rien. On va aller rapidement sur les éléments anatomiques. La branche porte gauche est longue et horizontale, la branche porte droite est courte et verticale. Ça, c'est des images qui datent du XVIIe siècle, mais je vous montrerai ensuite un film où on repère un peu mieux les choses. Donc ça, c'est des images que Castin m'avait données au début de l'échographie. J'ai la chance de travailler avec Denis Castin, qui est un des messieurs qui a finalement fait le plus de progrès à l'échographie. En fait, le monsieur qui a inventé l'échographie péropératoire, c'est Makouchi. Makouchi a développé dans les années 80 l'échographie du foie pour la bonne et simple raison qu'il était marié avec quelqu'un de la famille de Aloka Itachi. Alors évidemment, ça crée des liens. Il s'est assez rapidement rendu compte que finalement l'échographie pouvait être utile pour faire cette chirurgie tout à fait personnalisée, qui est la particularité des chirurgiens japonais. Et donc, monsieur Bismuth, qui a une chose qui est certaine, c'est qu'il est loin d'être bête, est parti en Asie et a vu l'échographe de Makouchi. Il s'est dit, oh là là, je veux la même chose, et il a ramené l'échographe de Makouchi, au même titre qu'il avait ramené aussi le Cavitron, qui lui, il avait piqué chez le neurochirurgien. Donc il a ramené ce matériel, et le petit jeune de l'époque, c'était Denis Castin. Et Denis Castin s'est totalement investi, au même titre que moi, je me suis beaucoup investi sur la fluorescence. Donc en fait, il a beaucoup travaillé sur l'échographie, et en effet, il a justement fait cette chirurgie très personnalisée à partir d'une anatomie visualisée en échographie qui était finalement assez simple. Ici, on retrouve, lorsqu'on fait la partie haute du foie, voilà, les différents segments. Donc, vous voyez que ici, oula, ça passe tout seul là. Ah non. Donc ici, vous avez la veine cave. Donc on est dans le dôme du foie. Donc la veine cave avec les veines hépatiques, donc la moyenne, la droite et la gauche. Et ici, les différents segments entre les veines hépatiques. Ça, c'est pour différencier les segments là-haut, mais c'est amplement insuffisant pour pouvoir, je vous dis, faire quelque chose de très systématisé. Il faut aller plus loin uniquement que, globalement, la position des segments dans le foie. Il faut être capable de repérer quels sont les pédicules qui vont à tel ou tel endroit. Et parfois, dans certains cas, il faut être capable d'oublier Quinault, parce que Quinault vous laisse dans ce paradigme queenesque, qui est parfois clownesque même, et qui vous fait faire des bêtises parce que vous êtes totalement obsédé par cette vision un peu rigide des choses. Et faut pas avoir... dans certains cas, on peut avoir des branches du secteur antérieur qu'on a l'impression que ça passe de l'autre côté de la suze hépatique. Je pense en particulier de la suze hépatique droite. Et en fait, c'est possible. C'est possible. Donc, il faut justement être capable d'oublier Quinault lorsque vous avez des éléments qui sont des éléments échographiques très clairs qui montrent des choses. Je vous montrerai un petit film tout à l'heure pour l'anatomie du foie. Alors l'autre élément, c'est l'intérêt que peut apporter l'échographie pour justement comprendre comment la maladie a modifié l'anatomie du foie. Vous savez que lorsqu'on a des compressions, et en particulier des compressions veineuses ou des compressions pédiculaires, eh bien on a des modifications des structures hépatiques, des anatomies hépatiques. Alors, lorsqu'il s'agit de compression pédiculaire, c'est assez simple parce qu'assez rapidement, on comprend le foie droit, le foie gauche avec une atrophie du foie. En revanche, lorsqu'on a des compressions veineuses, ça peut être beaucoup plus compliqué parce que déjà, on les voit moins bien. Et en plus, il y a des anastomoses intersusépatiques qui peuvent se développer pour compenser justement ces compressions veineuses. Et la grande difficulté de ces anastomoses intersusépatiques, c'est qu'elles rendent la chirurgie extrêmement dangereuse. Pourquoi ? Parce qu'en général, vous faites des chirurgies qui sont axiales, et finalement, ces anastomoses intersusépatiques qui se développent, par exemple, souvent entre la veine hépatique droite et la veine hépatique médiane, eh bien, peuvent être responsables d'hémorragies très importantes, puisque c'est des veines qui sont toutes petites, qui se déchirent facilement, qui sont évidemment sous pression, parce que si elles n'étaient pas là, si elles n'étaient pas sous pression, elles n'auraient pas raison d'être là. Et la problématique qu'on peut avoir, c'est qu'en plus, quand vous coupez ces veines, eh bien, évidemment, vous augmentez l'hyperpression, parce que si elles se sont développées, c'est parce qu'elles servaient à quelque chose. Donc on peut se retrouver dans des difficultés
L'autre élément, c'est lorsque vous avez des grosses compressions veineuses, et je pense en particulier à quelque chose que j'ai vu, c'est des compressions de la veine hépatique droite. Et si vous avez une compression de la veine hépatique droite, et en particulier une atrophie du secteur postérieur, vous pouvez confondre la veine hépatique droite avec la veine hépatique moyenne et couper les 3 suies hépatiques. Parce qu'en fait, vous avez une médialisation du foie et vous pouvez avoir... En fait, le truc, c'est que la veine hépatique droite, en fait, vous avez la veine hépatique droite et de la veine hépatique droite, on le voit assez bien sur cette image qui est pourtant ancienne, vous avez cette veine-là qui est la veine du 7. Eh bien, en fait, si jamais vous avez ici une tumeur, vous avez une hypertrophie du secteur antérieur de la portion dorsale du segment 8, c'est-à-dire celle qui se draine dans la droite, et donc vous voulez faire une hépatectomie qui va emporter la médiane et la gauche, parce que vous avez une grosse tumeur qui est ici. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous avez une atrophie de toute cette partie-là du foie. La veine hépatique droite va se retrouver médialisée comme ça. Et en fait, vous pensez que la veine hépatique droite, c'est la veine hépatique médiane, et ça, vous pensez que c'est la veine hépatique droite. Et vous coupez les 3 suies hépatiques. Donc, il faut vraiment se méfier de ces choses-là lorsque vous avez des grosses atteintes au niveau du tronc commun des veines hépatiques médiane et gauche. Pourquoi? Parce que vous avez la veine hépatique droite qui, normalement, est dans cet axe-là, qui passe dans cet axe-là, parce qu'il y a une hypertrophie postérieure, et vous pouvez vous couper les 3 veines hépatiques. Et qu'est-ce qu'il faut faire si on se coupe les 3 veines hépatiques? Une anastomose portocave. Absolument, c'est la seule manière de sauver la situation. Sinon, vous avez un foie qui gonfle, et vous le regardez gonfler. Et en général, vous déshydratez en même temps qu'il gonfle. Donc, ici, voilà, ça c'est des éléments, toujours pas un peu la même chose. L'autre élément, c'est l'anatomie du cancer au sein des pédicules portaux, et ça, c'est typiquement un thrombus portal tumoral qui rentre dans une veine porte. Et la grande particularité, la grande différence entre un thrombus portal tumoral et un thrombus cruorique, c'est que le thrombus portal tumoral, il élargit la veine porte et il est vascularisé. Et vous pouvez en échographie Doppler voir cette vascularisation du foie qui va jusque dans la veine porte. Alors, je vais aller assez vite sur l'échographie et la détection, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de data récentes sur les problématiques de détection où on compare échographie classique, scanner, IRM. Il y a beaucoup d'éléments qui vont plutôt dans cette direction-là, qui ont tendance à dire finalement l'échographie du foie, ça ne sert à rien, parce qu'en opératoire, on ne découvre pas plus de cancer, de métastases, ça a surtout été évolué pour les métastases, que lorsque on fait un scanner, une IRM, finalement ça modifie la stratégie dans très peu de cas. Mais en fait, c'est peut-être vrai, et ça sera peut-être de plus en plus vrai avec des examens de plus en plus sensibles qu'on peut avoir, en particulier l'IRM, qui devient maintenant très sensible avec les séquences de diffusion. Mais il n'en reste pas moins que l'échographie du foie est indispensable à connaître. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va vous permettre de pouvoir confirmer qu'une lésion que vous avez vue au scanner est bien une métastase. Et en fait, c'est toujours pareil, l'exploration n'est pas le fait d'une seule modalité. L'exploration est le fait de plusieurs modalités convergentes. C'est-à-dire que vous ne resséquez jamais une boule que vous découvrez uniquement sur une échographie. Vous allez retourner au scanner pour vérifier si à l'endroit où vous avez vu la boule, finalement, il n'y a pas quelque chose. Et quand vous vous écarquillez les yeux, en général, sur un des examens que vous avez fait, vous retrouvez quelque chose. Ou alors vous appelez... Enfin bref, c'est exceptionnel que ça soit un seul examen. Ça arrive, mais c'est exceptionnel. Eh bien, c'est pour cette raison-là que l'échographie doit être faite au bloc opératoire, en opératoire. Et il y a d'ailleurs un papier récent, je ne sais pas si je vous l'ai cité là, un papier de Vigano, sur une très grosse série de LiverMed Survey, a regardé le risque de récidive précoce. Après une chirurgie pour métastase hépatique de cancer du côlon, il y avait un élément tout à fait singulier qui sortait, c'était le fait de ne pas faire d'échographie péropératoire. Donc le fait de ne pas faire d'échographie péropératoire augmente sur une série de plusieurs milliers de malades, puisque ça vient de LiverMed Survey, le taux de récidive précoce. Donc indiscutablement, c'est un élément qui va vers l'échographie péropératoire. Et il y a un autre élément, c'est que l'échographie péropératoire est vraiment
l'œil du chirurgien à l'intérieur du foie, et donc là, vous en avez besoin. Alors, il y a en plus maintenant des choses qui se développent, qui sont des échographies couplées au scanner, ou des échographies couplées à l'IRM. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que vous avez votre échographe, sur votre échographe, vous avez une petite sonde de GPS, et en fait, lorsque vous déplacez l'échographe, eh bien, vous avez la coupe de scanner correspondante à l'échographe qui se déplace de la même manière. C'est vachement intéressant parce que dans certains cas, on a des métastases qui disparaissent, et ces métastases qui disparaissent, eh bien, vous êtes capable de les géolocaliser dans le foie grâce à cet appareil. Et en fait, ça consiste au départ à mettre le CD dans l'échographe. Vous mettez le CD dans l'échographe, vous positionnez votre sonde d'échographie au niveau de points fixes anatomiques, par exemple le sternum, par exemple le pédicule gauche. En général, c'est le pédicule gauche, le sternum, et puis la réunion des pédicules droit et gauche. Et une fois que vous avez synchronisé les images sur la position de la sonde d'écho et la position du scanner, et bien ensuite, quand vous bougez la sonde, il y a l'image de scanner qui suit. Et je vous assure que c'est très impressionnant. Alors la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, ça marche très très bien lorsque vous êtes à ventre fermé. Mais le problème, c'est que dès que vous avez un ventre ouvert, c'est plus compliqué. Parce que évidemment, le référentiel qui est le scanner qui vous a permis de fabriquer le scanner n'est pas le même que celui que vous avez avec un foie en position d'un malade avec le ventre ouvert. Donc ça pose certains problèmes qu'on est quand même en train d'essayer de résoudre grâce justement à des modèles de foie qui se déforment. Alors, la suite de l'échographie, c'est l'échographie avec injection de produits de contraste. L'échographie avec injection de produits de contraste, c'est quelque chose qui est utile dans ce genre de choses, c'est-à-dire des métastases qui disparaissent. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très utile dans la technologie que je viens de vous donner, mais encore une fois, c'est beaucoup plus utile lorsqu'on est en percutané, en ventre fermé. Vous voyez qu'ici, on a des métastases qui ont disparu sous l'effet d'une chimiothérapie, il reste des tout petites choses, et puis ici, on ne retrouve rien. Et c'est là où l'échographie avec injection de produits de contraste permet d'apporter des choses importantes et permet de faire des détections de lésions que vous n'aviez pas vues, vous ne trouvez plus, parce que souvent l'échographie de contraste, c'est quelque chose qui ne permet... Alors je ne sais pas si je l'ai... Voilà. Alors ça, tout ça, c'est des échographies de contraste. Alors le principe de l'échographie de contraste, c'est des microbules. C'est des microbules, je vous montrerai un petit film, des microbules qui sont injectées par voie veineuse. Alors, il y a quelques contre-indications qui sont des problèmes de shunt ouvert entre de communication interauriculaire, parce que les bulles passent de l'autre côté. Et puis, on a des problèmes parfois cardiaques, des gens qui ont des soucis au niveau des coronaires qui nous contre-indiquent l'injection de contraste. Alors, le contraste, ça permet d'augmenter la spécificité pour le contraste dont on peut disposer en Europe et donc en Afrique aussi, qui est le Sonoview. En fait, il y a deux types de contrastes. Il y a des contrastes qui sont des contrastes classiques, le Sonoview, et des contrastes à captation kupférienne. Le contraste à captation kupférienne, ça s'appelle le sonazoïde. Et le sonazoïde, c'est un produit qui, au départ, a la même cinétique que le Sonoview. Vous voyez, c'est exactement comme si vous faisiez une échographie avec un temps artériel. Et donc, vous avez le temps artériel, ensuite le lavage du temps artériel. Et ça, c'est ce que vous avez avec le Sonoview. Vous avez la montée dans l'artère et la descente ensuite. Et donc, si par exemple, vous avez un angiome, l'angiome va devenir très blanc. Et ensuite va se laver, comme se lavent les angiomes, plus ou moins rapidement. Si vous avez une métastase, vous allez la voir plutôt au temps portal, etc., etc. En revanche, le sonazoïde, et c'est la grande différence entre le Sonoview et le sonazoïde, il reste capté au niveau du parenchyme. Et donc vous avez un parenchyme qui devient complètement blanc, au même titre qu'au temps portal, le foie est clair. Et au milieu du foie, vous avez des trous noirs qui correspondent à des lésions au même titre que lorsque vous regardez un scanner avec une métastase hépatique, eh bien vous avez une zone qui est un peu plus sombre. Et c'est le grand intérêt du sonazoïde par rapport au Sonoview, c'est que ça permet d'apporter de la sensibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sonazoïde permet
de pouvoir explorer une lésion que vous avez repérée en échographie pour voir si cette lésion est un CHC ou un angiome ou une métastase. Ça reste, en fait, tu vas voir le film, c'est quelques secondes, ça monte et ça descend, et tu as la possibilité d'injecter 2 fois, parce qu'au-dessus ça fait trop de bulles au sens général, et tu as vraiment un passage, alors qui est plus ou moins rapide en fonction de la caractéristique tumorale. Si tu as un petit angiome, bah, très rapidement, hop, ça va monter, et puis en quelques secondes ça va disparaître, donc tu as à peu près 20 secondes pour explorer. En général, tu enregistres la séquence et tu peux re-regarder la séquence lorsque tu as un doute. En revanche, lorsque tu injectes du sonazoïde, eh bien là, tu as quelque chose qui reste très longtemps. Et pendant une demi-heure, tu peux explorer le foie et tu as la possibilité de détecter des choses. C'est pour ça que lorsque vous regardez les séries, il faut bien faire la différence entre le sonazoïde et le Sonoview. Vous voyez que ça, c'est des séries où là, on a du contraste enhanced, mais tout ça, celles-là, c'est du Sonoview, et les dernières qui sont avec du sonazoïde sont celles-là. Et là, vous avez une augmentation très importante de la sensibilité, avec une modification de la stratégie qui va jusqu'à 15%, parce que vous voyez que ici, vous avez la séquence qui est la séquence sans injection d'échographie, et ça c'est la séquence portale où vous voyez ici la tumeur qui apparaît parfaitement bien. Donc c'est ça ici, vous ne voyez rien, et ensuite ça apparaît là. Et ça c'est quelque chose qui s'oppose à ce qu'on peut avoir avec du Sonoview, c'est-à-dire que ça c'est un patient en moi. Je savais qu'il y avait une métastase hépatique qui était située entre la suze hépatique droite et la suze hépatique médiane, mais je ne la voyais pas en échographie classique. J'ai injecté du Sonoview et j'ai vu en effet que dans cette région-là, il y avait une petite boule qui était là, qui prenait un tout petit peu plus le contraste à un temps intervalle très précoce. Et donc, on a retrouvé la métastase. Mais la particularité, c'est qu'il a fallu que je me mette à l'endroit où j'avais un doute pour être capable de la trouver. Alors que dans ce genre de choses, eh bien, vous vous retrouvez avec un point noir, et là, vous avez tout le temps que vous voulez, vous avez une demi-heure pour pouvoir explorer la totalité du foie. Donc, c'est indiscutablement quelque chose qui apporte énormément en termes de sensibilité pour explorer le foie. Et donc, les Japonais utilisent beaucoup, et c'est toujours la même équipe, hein, c'est Kokudo, c'est l'ancienne équipe de Makushi qui développe ce genre de choses. Et voilà, donc là, en fait, c'est un papier récent avec la phase artérielle. Vous voyez que la phase artérielle, c'est celle-là, vous avez ce nodule qui devient hypervasculaire, et ensuite il se lave, évidemment, puisque c'est un carcinome hépatocellulaire, et vous avez un point noir, et donc vous détectez des nouvelles lésions. Ici, vous affirmez que c'est un sachet, et ici, vous détectez des nouvelles lésions grâce au sonazoïde. Malheureusement, le sonazoïde n'existe pas en France, n'existe pas en Europe. C'est malheureux parce que c'est un examen vraiment intéressant. C'est un peu comme si eux, ils avaient une Ferrari et nous, on avait une 2 chevaux. Hein. Donc la différence, elle est monumentale. J'ai été au Japon, j'ai vu la différence. C'est étonnant, et c'est d'autant plus embêtant qu'on n'ait pas ce type de produit. C'est que le sonazoïde, c'est le produit sur lequel sont réglées les machines. C'est-à-dire que les machines à Loka Hitachi, les machines japonaises, sont setées pour le sonazoïde. C'est lorsque vous utilisez du Sonoview sur des machines comme à Loka Hitachi, c'est un peu comme si vous mettiez du diesel dans votre Ferrari, quoi. C'est dommage. En général, ça la casse, même en plus. Bon, là, vous ne cassez pas l'appareil, mais en tout cas, vous avez des résultats qui sont franchement en dessous de ce que vous avez habituellement. Donc voilà ce qu'il faut retenir sur l'échographie. L'échographie, même s'il y a des éléments qui disent oui, ça ne sert à rien parce que finalement on a des IRM, des scanners qui font mieux, ça vraiment c'est un mauvais message parce qu'on opère de plus en plus de patients, en particulier qui ont des métastases hépatiques qui disparaissent, puisque la chimiothérapie est de plus en plus efficace. Je crois qu'il y a vraiment 2 situations. Une situation où la chirurgie est quelque chose qui est adjuvant
à la chimiothérapie. La chirurgie adjuvante à la chimiothérapie, c'est quoi? C'est les lésions qu'on opère dans 80% des cas. C'est plein de métastases dont certaines ont été traitées par de la chimio. Et l'objectif, c'est de retrouver les métastases. Donc là, l'échographie est indiscutablement importante. Chez des patients qui ont une ou deux métastases, on peut se dire que en termes de détection, c'est quasi sûr que vous n'allez pas trouver de nouvelles lésions. En revanche, il faut utiliser l'échographie pour pouvoir faire une chirurgie qui va être la plus anatomique possible. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une ou deux métastases, eh bien, il faut avoir des marges de résection. Parce que c'est vraiment dommage de faire une chirurgie qui est une chirurgie sans marge pour un malade qui a la chance, entre guillemets, d'avoir une situation oligométastatique. Donc c'est à ce moment-là où vous devez encore plus caractériser l'anatomie du foie pour être capable, justement, de faire une chirurgie qui soit une chirurgie correctement réalisée. Alors, je vais vous montrer un petit film. Oui, je t'écoute, bien sûr. Le temps que je passe le film, c'est très bien, je t'écoute. Ouais, je t'écoute. Mais... Oui, absolument. D'accord. C'est pas grave. Je vais faire un live. Alors, il faut que je trouve, parce que la maison, ça ne sert à rien. Donc, voilà. Une échographie. Donc ça, c'est un film que... Moi, je mets tous mes films sur YouTube, machin, donc s'il y a des choses que vous n'avez pas bien vues, vous les retrouvez sur YouTube. Donc ça, c'est à l'époque où on avait fait ça avec Denis Castin. Donc voilà, donc ça, c'est un foie qu'on avait stylisé en 3D pour expliquer un peu comment on regardait les choses. J'avance un tout petit peu. Alors voilà, ça, on parle évidemment d'échographie open, là, mais en cellio, les choses sont un peu identiques, si ce n'est que la sonde se manie différemment. Vous voyez que on commence toujours pareil. On se met à la surface du foie, et en général, on est un peu systématique. C'est qu'on commence au niveau du lobe gauche, et puis on tourne au niveau du rex, et puis ensuite, on oriente pour aller voir les veines hépatiques. Donc là, on est au niveau du pédicule gauche, et puis vous avez ici les canaux du 3, le canal du 2 qu'on ne voit pas encore, ici l'artère dans le petit épiplomb, l'artère ici la voie biliaire et le canal du segment 4. Je vais avancer un tout petit peu. Ici, vous avez, pareil, la veine hépatique, le segment 1, le petit épiplomb, et puis pouvoir repérer une artère hépatique gauche dedans. Donc voilà, ça c'est différents segments. Encore une fois, hein, ce film est tout à fait accessible sur YouTube. Donc voilà, c'est des visions un peu systématiques du foie. Donc là, la sonde est au milieu du foie. Vous avez la branche porte droite, la branche porte gauche, la veine hépatique médiane entre les deux. Alors j'attire votre attention sur le fait que la veine hépatique médiane, plus on descend vers le bas, plus elle est proche du pédicule droit. Donc faire très attention si jamais vous faites le tour du pédicule droit en intraparenchymateux extrafacial, il faut toujours le faire de bas en haut et pas de haut en bas, parce que sinon vous pouvez sortir votre dissecteur dans la veine hépatique. Donc là, on est en train d'explorer cette fois-ci le pédicule antérieur et le secteur postérieur. Et donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que le secteur postérieur, il est postérieur. C'est-à-dire que quand il est dans cet axe-là, c'est-à-dire qu'il regarde vers le dos du malade. Donc, si vous voulez voir le secteur postérieur dans l'axe, il faut tourner votre sonde pour la mettre dans l'axe, ou alors il faut sortir le foie. Mais vous ne pouvez pas avoir un pédicule postérieur qui s'allonge, que vous voyez dans l'axe, sans avoir tourné le foie ou mis la sonde vers l'arrière. Donc voilà, ensuite c'est les différents éléments entre le secteur antérieur et le secteur postérieur, le 5, le 6, la veine hépatique droite ici, et voilà. Donc vous voyez que on voit beaucoup mieux avec ces nouvelles échos que ce qu'on voyait avant. On voit les petites structures vasculaires, on voit l'artère, on voit la bile, et voilà. Donc ça c'est le foie en position. Ce que je vous disais, c'est que si vous voulez analyser la suze hépatique droite et les pédicules postérieurs, il faut sortir le foie. Ça, c'est une analyse au niveau du confluent cavo-suze hépatique. Donc là, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que pour être capable de voir le confluent cavo-suze hépatique, en particulier au niveau de la veine médiane et gauche, en fait, il faut se mettre à peu près au niveau du rex et puis tourner sa sonde comme ça. C'est comme ça qu'on le voit le mieux. Hein, faut pas monter trop parce que sinon on ne le voit pas très bien. Il faut se mettre un peu bas et avancer comme ça.
ça, c'est la veine hépatique droite. La veine hépatique droite, ce qui est très important, c'est repérer ses branches pour le 7 et ses branches pour le 8, parce qu'en fait... Ouais. Oui, absolument. C'est-à-dire que... Ouais. Intuitivement, on a envie d'aller directement sur la structure pour l'analyser, mais on la voit mieux quand on la voit à travers, par exemple, le segment 4. Absolument, absolument. Tu as tout à fait raison, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on voit toujours mieux sous échographie lorsqu'on est un petit peu à distance parce qu'on a du parenchyme. Alors il y a des endroits où, en effet, si on veut vraiment voir les veines, en particulier la veine hépatique gauche, on ne peut pas la voir en se mettant juste au-dessus parce que la veine hépatique gauche, elle est juste sous la capsule à gauche. Donc on n'a pas du tout d'épaisseur, donc il faut se mettre un petit peu à distance et s'orienter comme ça pour être capable de la voir de loin, si vous voulez, à l'horizon, vous êtes capable de la voir comme ça. Alors il y a un autre truc, c'est lorsque moi je fais une hépatectomie droite, une hépatectomie gauche ou peu importe, je commence toujours par positionner et par repérer au niveau des veines les branches qui vont de part et d'autre de la veine, pour savoir que quand je vais couper ma tranche, une hépatectomie droite par exemple, je vais repérer où se trouve la branche du 8, où se trouve la branche du 5, et comme ça, je vais savoir où est-ce que je vais la trouver quand je vais couper ma tranche. Et ça, c'est important parce que vous n'êtes pas surpris lorsque vous trouvez les veines. Et puis, un autre élément, c'est que si jamais vous avez des compressions veineuses, là, il faut être capable de repérer aussi les anastomoses interstices hépatiques. Et si vous avez des anastomoses interstices hépatiques, il ne faut pas hésiter à contrôler les veines hépatiques en haut parce que ça peut être très, très embêtant, même si vous avez une tumeur qui est finalement à distance des confluents veineux. Mais enfin, souvent, lorsque vous avez une compression des veines sud-hépatiques, vous avez souvent une compression qui est une compression haut placée. Donc là, j'avance un tout petit peu. Eric, il y a aussi un point peut-être sur lequel on peut avoir ton commentaire, c'est que surtout dans les situations où c'est des métastases et qu'elles sont nombreuses, quand on explore initialement, on oublie ce qu'on a vu. Et donc il est important de pouvoir schématiser sur la table opératoire ce qu'on fait. Il y a soit des marqueurs stériles, soit moi ce que j'utilise aujourd'hui c'est un gant ouvert et j'utilise la bétadine. Donc je trempe ma pince dans la bétadine et je dessine à la bétadine sur le gant, l'emballage des gants. On oublie ce qu'on a vu. Absolument. C'est une remarque tout à fait pertinente. Alors nous ce qu'on fait dans certains cas, c'est qu'on prend une photo en écho. Parce que c'est vrai que l'échographie, il y a un truc, c'est simple, tu peux prendre une photo et c'est vrai qu'ensuite tu peux revoir tes photos. Mais tu as tout à fait raison, on a en effet nécessité, en particulier lorsqu'on a 25 métas, de pouvoir les noter. Alors maintenant, il y a des choses rigolotes qui se développent. Nous, on travaille avec une société qui s'appelle TheraPixel. Cette société TheraPixel développe un outil qui est un écran touchless. En fait, l'idée, c'est que je suis en train d'opérer au bloc opératoire et j'ai un grand écran derrière moi. Ce grand écran derrière moi, il contient les images du malade. Ça peut être le scanner, ça peut être l'IRM, ça peut être un retour de l'écho. Et en fait, je fais bouger les images sans toucher l'écran. Et c'est pas mal parce qu'on n'a pas besoin de se déstériliser. C'est-à-dire que c'est quelque chose un peu façon Matrix, là où vous faites bouger les trucs. Alors, l'injection péropératoire, l'échographie péropératoire avec injection de contraste, bah ça donne ça. C'est-à-dire que vous avez un temps d'injection, là, le pédicule, l'artère, puis la veine porte, et vous avez le parenchyme ensuite qui s'allume. Donc ça, vous voyez, c'est du Sonoview. Donc vous avez quelques secondes pour regarder le foie. Alors c'est vrai que vous voyez très très bien les structures vasculaires, et moi je l'ai beaucoup utilisé en transplantation hépatique, et j'ai d'ailleurs utilisé à mauvais escient, parce que je l'utilisais en pensant que cette échographie nous permettrait, avec injection de contraste, de mieux voir des thromboses artérielles et des thromboses veineuses, en particulier des thromboses artérielles. Et en fait, c'est très bien pour les veines, mais c'est trop sensible pour les artères. Je m'explique. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est un malade qui a une transplantation, une hépatectomie, peu importe, qui a eu, à l'occasion de la chirurgie, un problème sur la veine hépatique droite. La veine hépatique gauche, pardon, le tronc commun des veines hépatiques médianes et gauche. Et vous voyez que lorsqu'on injecte du produit de contraste, eh bien, on a un foie qui est artérialisé ici. C'est-à-dire qu'il y a le foie qui est mal drainé,
et je pense en particulier au foie gauche. Et en fait, c'est plus que le foie gauche, c'est tout le foie qui est drainé par la veine hépatique médiane et par la veine hépatique gauche. Et donc, ça inclut la portion ventrale du secteur antérieur. Vous savez que le 5 et le 8, il y a une portion ventrale et une portion dorsale. Et vous voyez que lorsqu'on injecte du contraste, et ben là, on voit très très bien que l'artère passe encore, parce que l'artère passe sous pression. En revanche, il n'y a pas de système porte. Et vous avez une artérialisation du foie avec un flux laminaire dans les veines hépatiques. Ici, vous voyez très bien le produit de contraste qui passe tout doucement dans les veines. Et ça, c'est vraiment, pour moi, la bonne utilisation du contraste, c'est d'aller repérer les problèmes au niveau des sucs hépatiques. Et lorsque vous regardez le pédicule, eh bien, vous avez au niveau du pédicule gauche un flux qui est turbulent avec une inversion de flux où en fait c'est l'artère qui crache à la fois un peu dans le parenchyme sous pression et beaucoup dans la veine porte, ce qui a comme conséquence évidemment d'augmenter le débit dans la branche porte contralatérale, et c'est la physiopathologie du small foresize. Donc pourquoi je vous ai dit que j'avais fait une connerie en utilisant trop cette échographie de contraste, en transplantation en particulier, c'est que je pensais que cette échographie de contraste me permettait de pouvoir passer outre une échographie classique pour faire le diagnostic de thrombose artérielle ou de risque de thrombose artérielle. Et donc, à la fin de la chirurgie, à la fin de la transplantation, je faisais une échographie pour vérifier qu'il y avait un flux ou pas. Si je n'avais pas de flux, je disais, c'est pas grave. Je vais faire une injection de contraste et je vais voir l'artère. Et si je vois l'artère, c'est bon. Et en fait, c'est une vaste connerie parce que lorsque vous avez une échographie de contraste, vous avez une sensibilité qui est tellement importante que vous êtes capable de voir des artères qui sont presque bouchées, mais qui passent encore un petit peu. Et en fait, il n'y a pas suffisamment de flux pour pouvoir avoir une artère perméable à long terme. Et on a montré dans un travail qui a été publié, et c'est intéressant parce que c'est très dur de publier un résultat négatif, parce que l'échographie de contraste n'était pas à faire au terme des transplantations hépatiques pour caractériser les problèmes artériels. Pourquoi ? Parce que dans le groupe où on avait fait confiance à l'échographie de contraste, on avait plus de thrombose artérielle que dans le groupe où on ne l'avait pas fait. Pourquoi ? Parce qu'on avait un examen qui était trop sensible. Et c'est quelque chose qu'il faut intégrer lorsque on fait de l'échographie et justement une analyse peut-être maintenant au verlan-de-cyanide, c'est qu'on a des examens qui sont tellement sensibles que vous pouvez être amené à faire des bêtises avec des choses très sensibles. Alors, voilà pour l'échographie. Je ne sais pas, vous avez des questions sur l'échographie? Pendant ce temps-là, je vais installer la fluorescence et si vous me donnez 15 secondes. Pourquoi on ne pourrait pas réinjecter de Sunovio? Est-ce que c'est toxique ou il y a une surcharge au niveau hépatique? Les anesthésistes n'aiment pas qu'on en injecte plus d'une ampoule. Donc c'est quelque chose qu'on manie maintenant avec douceur lorsqu'il faut injecter plus de 2 ampoules de sonazoïde. Je suis en train de chercher en même temps de Sonovio, pardon. Et comme une ampoule, c'est la limite, on fait des demi-ampoules, des injections de demi-ampoules. Absolument, on fait des demi-ampoules. On fait des demi-ampoules pour être capable pour éviter d'être toxique. Alors, je reviens sur le verlan-de-cyanide maintenant. Alors, vous connaissez le principe du verlan-de-cyanide. Le verlan-de-cyanide, c'est un colorant vital qui est capté passivement par le foie et qui est excrété activement. C'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps et qui est utilisé pour tester et pour analyser la fonction hépatique. Et en fait, si vous prenez ce colorant et que vous le regardez comme ça, il est vert. Bon, très bien, c'est pour ça que j'appelle le verlan-de-cyanide. Mais vous l'injectez dans le foie, vous ne voyez rien. En revanche, si vous prenez une caméra qui est une caméra proche infrarouge, à 850 nanomètres, eh bien, le vert apparaît fluorescent. Donc, il faut éclairer le vert avec une certaine longueur d'onde, et le vert renvoie de la fluorescence. Et en fait, il y a un petit malin qui s'appelle Takeaki Shizawa,
c'est l'équivalent de Vibert chez Kokudo. C'est le petit jeune, sympathique, mais les Japonais sont toujours plus forts, donc il est plus fort que moi, lui. Et donc Takeaki, qui est hyper sympa d'ailleurs, il s'est dit, bon, bah, je vais utiliser ce machin et je vais regarder avec une caméra qu'est-ce qui se passe lorsqu'on regarde un malade qui a des métastases dans le CHC. Et il a découvert un truc très rigolo, c'est qu'en fait, si vous injectez du verre d'indocyanine à quelqu'un qui a un foie sain, vous l'injectez la veille, eh bien le verre d'indocyanine, il va monter dans le foie et il va disparaître de la totalité du foie, sauf au niveau où il y a des anomalies tumorales. Et en fait, qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez un patient qui a un carcinome hépatocellulaire? Eh bien, vous avez un patient qui va capter le verre d'indocyanine partout dans le foie, en particulier au niveau du CHC aussi, et qui va avoir un CHC le lendemain qui va rester fluorescent, parce que tout le foie a éliminé le verre, sauf le CHC. Pourquoi? Parce que le CHC, il est capable de capter passivement, mais il n'est pas capable d'excréter activement, parce qu'il lui manque les récepteurs pour pouvoir faire ça. Donc, lorsque vous avez un CHC qui est un CHC bien différencié, eh bien vous voyez un spot fluorescent et autour, vous ne voyez plus d'ICG parce que l'ICG a disparu du foie. Et donc, il a utilisé pour caractériser les choses lorsque vous faites de la NAPAT. Et en fait, il faut comprendre une chose, c'est que ça permet de détecter des lésions supplémentaires à la surface du foie. Et ça, c'était très important de comprendre ça. Ça ne voit pas à l'intérieur parce qu'évidemment, vous ne pouvez voir que la surface du foie. Vous ne pouvez pas voir à l'intérieur. C'est utile pour les carcinomes hépatocellulaires, en particulier les carcinomes hépatocellulaires bien différenciés, et c'est utile pour les métastases hépatiques sous-capsulaires. Pourquoi? Parce qu'une métastase hépatique, c'est donc du tissu colorectal. Le tissu colorectal, évidemment, ne va pas capter le verre d'indocyanine, même passivement, parce qu'il n'y a pas les vaisseaux qui y vont. En revanche, le pourtour de la métastase va devenir fluorescent parce que, en fait, il y a des hépatocytes qui ont été tassés par la métastase qui a grossi. Et en fait, ces hépatocytes tassés réagissent en créant des hépatocytes embryonnaires, une sorte de régénération locale. Et cette régénération locale fait que les hépatocytes qui sont là ne sont pas capables de relarguer le verre d'indocyanine. Vous avez donc cette couronne de fluorescence. C'est une couronne de fluorescence qu'on voit aussi dans certains carcinomes hépatocellulaires très peu différenciés, parce que le CHC très peu différencié, il n'a pas non plus la possibilité de capter, parce que les vaisseaux à l'intérieur sont mal foutus, c'est des tumeurs un peu hypovasculaires. Et donc, quand vous avez une tumeur hépatocytaire très bien différenciée, c'est-à-dire par exemple un adénome, par exemple un CHC bien différencié, vous avez un spot fluorescent comme ça. Et lorsque vous avez une tumeur qui est soit une métastase, soit un cholangiocarcinome, soit un CHC peu différencié, eh bien vous avez un trou noir avec autour une zone fluorescente. Ça veut dire que si ça, c'est à l'intérieur du foie, vous ne le voyez pas, évidemment, et donc vous passez à côté. C'est uniquement intéressant pour aller regarder des choses très sous-capsulaires. Donc ça, c'est une série de 40 métas, il y en a eu plein depuis. Ça, c'est une expérience personnelle qui date déjà d'un certain temps. C'est des métastases hépatiques de cancer du côlon. Et ça, vous voyez que ça, c'est une petite métastase que j'avais loupée. Donc ça, ce malade, la veille, il y a eu une injection de verre d'indocyanine qui nous a permis de confirmer qu'il avait un foie sain, mais ça, on le savait déjà. Et le verre d'indocyanine a disparu du parenchyme, sauf autour de cette petite lésion, qui est une toute petite tumeur sous-capsulaire que j'avais loupée à l'exploration palpatoire du foie. Donc ça fait un malade. Et ça, c'est un deuxième malade qui avait plein de petites métastases. Et à la fin de la chirurgie, ça c'était une hépatectomie droite, vous voyez qu'ici dans la tranche, on a une petite tumeur. Et je vous assure que j'étais totalement passé à côté. Parce que autant celle-là, peut-être que si j'avais été plus attentif, j'aurais pu palper celle-là. En revanche, dans la tranche d'hépatectomie, vous voyez comment est foutue une tranche, vous ne palpez pas la métastase, et je serais évidemment passé à côté, j'aurais une récidive locale, c'est certain. Donc, depuis, on a fait beaucoup d'autres. Ça, c'est un film qui illustre un petit peu la situation en images.
Donc voilà, ça c'est la lésion. Ça c'est ce qu'on peut observer sur les petites métastases. C'est très utile chez les patients qui ont plein de micrométastases qui ont disparu sous chimio parce que ça laisse des petites cicatrices comme ça que vous repérez assez facilement. C'est d'autant plus utile que le foie est sain. Donc ici, vous voyez des lésions qui sont là. Ça, c'est la fameuse lésion sous capsule dans la tranche que j'avais loupée. Là, en fait, Eric, là, tu utilises le verre d'andocyanine pour 2 raisons, pour la fonction hépatique, la veille, et le lendemain pour retrouver les métas. Absolument. C'est le grand intérêt de ce colorant qui, en plus, coûte rien. C'est de pouvoir faire ces deux choses-là. Alors, la particularité, vous voyez que ça, par exemple, ce que je montre là, c'est que ça, c'est pas une lésion. Ça, c'est un petit cholangiome bénin. Et la particularité, c'est que on est avec des maladies qui, exactement comme dans l'écho. Attendez, je regarde si j'ai des choses derrière. Voilà. Donc, comme dans le. Voilà, exactement. C'est exactement ce que j'allais te dire. C'est que c'est une maladie qui est en effet un outil qui est en effet hypersensible. Un peu comme l'échographie de contraste d'ailleurs. C'est des hypersensibles au même titre que, je vous dis, l'artère peut être embêtante. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que le verre d'indocyanine et la caractérisation surfacique du verre d'indocyanine doit intégrer la fonction hépatique. C'est-à-dire qu'un malade qui a une cirrhose, un malade qui a un foie qui ne fonctionne pas très bien, évidemment, si vous lui injectez du verre d'indocyanine, le foie, le temps que le produit disparaisse, ça va durer plusieurs jours. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable d'intégrer que si vous voulez explorer la surface du foie chez quelqu'un qui a, par exemple, qui a un MELD à 10-12, eh ben, il ne faut pas lui injecter le verre d'indocyanine la veille. Il faut lui injecter le verre d'indocyanine 8 à 10 jours avant. Et en général, ce que font les Japonais, c'est 1 semaine avant. Et donc, ensuite, quand vous arrivez sur le champ de bataille, eh bien, vous avez un foie qui, bon an, mal an, a éliminé le verre d'indocyanine et vous retrouvez des lésions à la surface du foie qui sont probablement d'authentiques carcinopathocellulaires. Alors là où tu as complètement raison, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à faire le distinguo entre des nodules dysplasiques, qui exactement comme le CHC peuvent capter le verre, et d'authentiques carcinopathocellulaires. C'est qu'aujourd'hui, on est dans ces problématiques-là, c'est que le verre d'indocyanine nous donne une vision macroscopique des choses et qu'on a besoin d'outils pour aller un petit peu plus loin en ce qui concerne le microscopique. Mais alors le grand intérêt du verre d'indocyanine, je vais vous le montrer maintenant, le grand intérêt du verre d'indocyanine, c'est surtout de pouvoir... Oui, avec plaisir. La veille pour les métastases, ça, il n'y a pas de discussion. Et pour le carcinome hépatocellulaire, au moins 3 jours avant. Voilà. Les choses sont hyper claires sur ce point. Sur le CHC, si tu fais ça la veille, sauf si tu as un CHC foie sain, ça ne va pas marcher. Tu vois, typiquement, alors, je vais vous montrer un truc. Voilà, ça c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, tu vois, CHC bien différencié. Tu vois le point blanc, là, fluorescent. Ici, le foie est sombre. Et là, tu as un foie avec une maladie grave. Et là, tu vois rien parce qu'il y a plein de petits nodules. C'est une milliard de CHC. Alors, évidemment, il y a plein de nodules dysplasiques. Et c'est pour ça que la problématique du verre d'indocyanine, c'est aussi cette trop grande sensibilité. Et juste pour terminer, dans les 5 minutes qui nous restent, pour les gens qui font un peu de transplantation, je vais vous montrer l'intérêt que peut avoir le verre d'indocyanine pour caractériser des situations vasculaires. En fait, on a en transplantation hépatique à Paul-Brousse analysé 2 périodes successives la fluorescence du verre d'indocyanine, une période qualitative, c'est-à-dire qu'on regardait comment le verre d'indocyanine montait dans le foie. On injectait et puis on regardait si c'était homogène ou pas. Et depuis un certain temps, on a une période quantitative où on ne fait pas que regarder, on essaye de mesurer. Et voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que ici, vous avez un malade qui a une transplantation hépatique avec, j'espère que ça a marché, ouais, avec une injection de verre d'indocyanine, avec, vous voyez, l'artère qui s'illumine, la fluorescence du foie qui s'illumine tout doucement, la veine porte qui passe derrière, et ici le tube digestif qui commence à prendre le contraste.
Et donc, vous avez un foie qui marche parfaitement bien. Ici, vous avez le même foie, enfin pas le même foie, vous avez un foie qui ne marche pas bien. Pourquoi ? Parce que, en fait, il y a eu des soucis au niveau de l'artère, et pourtant ça passe en écho. Et regardez bien maintenant, concentrez-vous sur cette zone-là. Vous voyez l'artère qui est un peu grosse parce qu'on a eu des pontages, et il y a une turbulence dans l'artère hépatique. Ici, regardez cette zone-là, vous voyez comment c'est turbulent ici. Et bien en fait, cette artère s'est bouchée, et il y a un délai de fluorescence du parenchyme hépatique. Et donc on a un parenchyme qui monte moins bien. Et donc ce malade-là, lorsqu'on regarde les courbes, parce qu'on enregistre des courbes, eh bien, on se rend compte que le pic de l'artère est beaucoup moins important que lorsqu'on a une transplantation normale. Et donc, en effet, il y a une décroissance par rapport au plateau qui se fait aussi. Donc, c'est vraiment... Là, on commence à avoir de la quantification. Alors ça, c'est intéressant. C'est la même chose, mais là, c'est une non-fonction. Et vous voyez que le foie, ici, il ne monte pas en fluorescence. Il ne monte pas en fluorescence. Il y a un délai. Et en fait, ça, c'est une résistance du foie à la montée du signal. Et donc là, vous avez... un foie qui est résistif, et c'est un foie qui a été non fonctionnel, qu'on a dû retransplanter. Et ça, c'est intéressant, c'est le même malade, mais le lendemain, et vous voyez que là, le foie, il monte beaucoup plus que là, et ça veut dire que là, c'est un foie de bonne qualité, alors qu'avant, c'était un foie de mauvaise qualité. Donc là, on commence à découvrir des choses en quantifiant le verdun de cyanine, et on a un délai pour la montée du signal qui est plus ou moins important, et là, je travaille actuellement là-dessus, c'est d'être capable de caractériser les choses. Alors juste dans la seconde qui nous reste, je vais vous montrer aussi comment ça peut être utile lorsque on fait de la chirurgie vasculaire un peu compliquée. Ça, c'est un malade chez qui j'avais fait une transplantation hépatique, et le lendemain ou le surlendemain, je l'ai repris parce que l'artère passait plus. Et vous voyez que quand on injecte ici l'artère, elle s'illumine là, mais là, il manque un tuyau parce que l'artère passe pas, parce qu'il y a une plicature de l'artère. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai repris le malade en allant chercher ici la gastro-épiploïque droite. Vous voyez l'artère qui s'illumine là. J'ai été couper la gastro-épiploïque droite ici, et j'ai été anastomoser cette gastro-épiploïque droite sur la branche droite de l'artère hépatique. Et puis voilà. Et donc à la fin, ce qui se passe, c'est que vous injectez, et vous voyez, hop, le produit qui monte ici dans la gastro-épiploïque droite. Donc ça permet comme ça d'aller faire de la chirurgie microvasculaire en transplantation hépatique. Et je crois que c'est un outil que les chirurgiens plastiques utilisent beaucoup, et qu'il faut qu'on utilise, et en particulier en transplantation à donneur vivant. C'est pour moi un outil assez intéressant, je pense, pour analyser la vascularisation des voies biliaires, et pour analyser aussi les problèmes de section. Vous voyez, ça c'est du donneur cadavérique, mais vous allez voir qu'on voit très très bien ici les micro-vaisseaux qui vont s'allumer au niveau de la voie biliaire. Vous voyez la voie biliaire qui s'illumine avec les petits vaisseaux qui passent. En transplantation cadavérique classique, ça n'a pas grand intérêt, mais je pense que lorsqu'on a des situations un petit peu compliquées, que ce soit du Maastricht 3 ou que ce soit du donneur vivant, eh bien, il y a vraisemblablement un intérêt à regarder la vascularisation de la paroi biliaire en injection du produit de contraste. Et donc, je pense que la caractérisation ICG va prendre une place de plus en plus importante. Il est 8h30, on est pile poil dans l'horaire. Merci encore. Peut-être... Ah, alors les pressions. Les pressions en 1 minute. On a fait un travail avec Marc-Antoine Allard il y a quelques années. On a montré que lorsqu'on fait de la chirurgie du foie et qu'on mesure les pressions au niveau... alors, on va la faire simple. L'insuffisance hépatique post-opératoire est le fait d'une inadéquation entre le volume de foie et la quantité de sang qui arrive dans le foie. Cette inadéquation peut être une inadéquation volumétrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de volume, ou une inadéquation hémodynamique, c'est-à-dire que vous avez un volume qui est présent, mais les veines hépatiques de drainage ne sont pas suffisamment présentes. Donc qu'est-ce qui se passe ? Lorsque le sang arrive au niveau de la veine porte, la pression est plus élevée que si vous avez un foie qui est intègre. Et si cette pression portale que vous mesurez avec l'anesthésiste est supérieure à 20, eh bien vous avez un risque de mortalité qui est de 30 à 40% du fait du risque d'insuffisance hépatique qui est de l'ordre de 70%. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est probablement faire une anastomose porte-cave,
essayer de clamper l'artère hépatique. Bref, la mesure de pression au terme d'une hépatectomie majeure, ah oui, splénique, pas artère hépatique, splénique. La mesure de pression au terme d'une hépatectomie majeure est quelque chose qui vous permet de prédire l'avenir. Le problème, vous êtes d'accord avec moi, c'est gentil, mais c'est un peu tard. Donc, l'idée, c'est de se mettre un peu en amont. Et ce que je vous propose, et ce qu'on est en train d'analyser aujourd'hui, c'est en fait, lorsque vous faites votre hépatectomie droite, votre hépatectomie gauche, ce que vous commencez par faire, c'est que vous mettez un clan sur le pédicule droit, l'artère, la veine porte, un clan sur la suze hépatique, et vous mesurez la pression dans le tronc porte. Si la pression portale est inférieure à 20 et où le gradient porte-cave est inférieur à 12, eh bien vous pouvez faire votre hépatectomie parce que vous savez qu'à la fin, vous aurez grosso modo 12 de pression. Si en revanche, la pression portale est supérieure à 20 et où le gradient porte-cave est supérieur à 12, là, je vous déconseille de faire l'hépatectomie parce que vous allez avoir à la fin un régime de pression qui va être grosso modo identique, voire supérieur. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Une ligature de la branche porte droite, et puis on s'en va. Si vous êtes motivé et que vous voulez faire de la chirurgie expérimentale, vous pouvez faire un HALPS. Mais moi, je trouve que le HALPS n'est pas forcément une bonne opération. En tout cas, vous ne faites pas l'hépatectomie parce que vous allez avoir une insuffisance hépatique. Donc, la morale de l'histoire, c'est que mesurer les pressions, ça ne coûte pas cher, ça peut rapporter gros. Et si au terme d'une hépatectomie, vous avez un problème de pression avec une pression portale qui est à 25 ou à 30, il ne faut pas fermer comme ça parce que le lendemain, vous allez réopérer le malade avec une thrombose portale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une anastomose porte-cave avec un Gore-Tex de 6 à 8 mm de manière à décomprimer le système porte en sachant que ça ne modifie pas la fonction hépatique et ça va sauvegarder votre système porte. Je vous remercie.